Imaginez, ne serait-ce qu'un instant, que le monde entier s'arrête. Les rues, d'ordinaire pleines de pas pressés, seraient désertes. Les téléphones portables, toujours en train de vibrer et de clignoter, se tairaient. Aucune voiture, aucun coup de klaxon, aucune échéance. Seulement le silence. Un silence si profond que vous pourriez, peut-être pour la première fois depuis des années, entendre quelque chose qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Un rythme, une pulsation, une voix presque oubliée qui ne crie pas, n'exige pas, ne compare pas, mais chuchote simplement « c'est par là ». Mais, avant que vous ne puissiez suivre cette voix, la réalité revient. La rue se remplit, les notifications explosent sur l'écran, et le vacarme du monde engloutit le son le plus important que vous pourriez entendre. Et c'est ici que commence notre conversation. Car cette voix, calme, silencieuse, patiente, est ce que Lao Tse appellerait le Tao, Lao Tse. Un homme qui, pour beaucoup, n'a peut-être même pas existé comme figure historique définie, mais dont la présence résonne depuis plus de 2 millénaires. Une ombre sage qui, selon la légende, se lassa de la décadence morale et politique de la Chine ancienne et partit seul vers l'ouest, monté sur un buffle, ne laissant derrière lui qu'un manuscrit d'environ 5000 caractères chinois, le Tao Te Ching. Un texte si court qu'on peut le lire en moins d'1 heure, et si profond que l'on peut passer toute une vie à le relire en ayant toujours l'impression de ne pas tout comprendre. Le Tao, traduit par « la voie », n'est pas une carte avec une croix indiquant la destination finale. Ce n'est pas un chemin asphalté avec des panneaux lumineux. C'est plutôt comme le cours d'une rivière, souple, silencieux, adaptable, mais qui arrive toujours là où il doit aller. Lao Tse ne nous invite pas à suivre ce chemin au sens d'obéir à des règles fixes. Il nous invite à danser avec lui, à sentir la cadence invisible qui maintient étoiles, arbres, marées, et même le clignement de nos paupières en harmonie. Mais voilà le problème. La plupart d'entre nous a désappris à danser. À un moment de l'histoire, nous avons troqué le rythme organique du Tao contre un métronome artificiel, réglé par des délais, des objectifs et des comparaisons. Nous avons commencé à croire que la vie est une course et que nous ne serons dignes de repos que lorsque nous franchirons la ligne d'arrivée. Sauf que personne ne nous a dit que cette ligne bouge. Toujours. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez pensé « quand j'aurai ça, je pourrai enfin me détendre ». Peut-être était-ce votre premier emploi, le diplôme, l'achat d'une voiture, un voyage de rêve. Et peut-être que, lorsque vous y êtes arrivé, la sensation d'accomplissement a duré, quoi, un jour, une semaine, puis un autre objectif est venu, plus élevé, plus difficile. Et, quand vous vous en êtes rendu compte, vous étiez revenu au même sentiment d'être presque là, mais jamais là. Lao Tse regarderait cela et sourirait avec compassion. Car il savait que, lorsque nous courons après la sécurité, la stabilité, les certitudes absolues, nous faisons exactement le contraire. Nous devenons plus incertains, plus tendus, plus vulnérables. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Plus on serre, plus vite elle s'échappe entre les doigts. La culture moderne appelle cela productivité, carrière, progrès. Mais le Tao Te Ching appellerait cela désalignement. La vie a un flux naturel. Lorsque nous y sommes, nous ressentons une curieuse légèreté. Même dans les jours difficiles, il existe une forme de clarté silencieuse, comme si quelque chose nous rappelait que nous sommes exactement là où nous devons être. Mais, lorsque nous nous déconnectons de ce flux, nous entrons dans un état de lutte constante, contre nous-mêmes, contre le temps, contre les circonstances. Et cette lutte épuise. Avez-vous remarqué que même le repos est devenu une compétition? Il ne suffit plus de lire un livre. Il faut maintenant publier sur Instagram que nous avons lu tant de livres par an. Il ne suffit plus de voyager. Il faut prouver que nous sommes allés dans des endroits que peu connaissent et que nous y avons pris des photos parfaites. Même le silence est devenu une marchandise. Des applications vendent des packs de méditation, comme si l'on pouvait sous-traiter la paix intérieure. Nous avons transformé même l'oisiveté en ligne de CV. Et alors, peut-être me demanderez-vous, cela veut dire que je ne dois pas avoir d'ambition, que je ne dois pas rechercher le confort ou des réussites? Ce n'est pas ce que propose Lao Tse. Il ne condamne pas le mouvement ni la croissance. Il questionne la façon dont nous nous y rapportons.
Nous nous déplaçons parce que nous sentons l'appel authentique de faire quelque chose? Ou réagissons-nous simplement à la peur d'être laissés pour compte? Nous grandissons parce que cela élargit notre vie? Ou parce que le monde nous a dit que c'est cela qui définit la valeur? Lao Tzu écrirait « Lorsque tu lâches, tout arrive ». Et voici l'une des plus grandes provocations du Tao. Peut-être que ce que vous recherchez avec tant d'intensité ne peut arriver qu'après que vous avez cessé de courir après. Cela semble paradoxal, presque irritant pour quelqu'un qui a été formé à croire que le succès ne dépend que de ton effort. Mais arrêtez-vous et pensez, combien de fois, dans votre vie, quelque chose de bon est-il arrivé précisément lorsque vous avez cessé d'insister, lorsque vous vous êtes enfin détendu et avez dit « si cela doit être, ce sera ». Certains disent que Lao Tzu a écrit le Tao Te Ching, non pas comme un manuel, mais comme un rappel. Un rappel que, aussi complexe que nous rendions les problèmes humains, la vie continue de suivre un cours naturel qui ne dépend pas de nos agendas. Les arbres ne fixent pas de réunion pour décider quand fleurir. Les marées ne demandent pas la permission de monter ou de descendre. Tout arrive en son temps. Et pourtant, nous en sommes là. Nous nous réveillons avec l'alarme au volume maximum. Buvons du café tout en répondant à des emails. Courons à des réunions qui pourraient être résolues en 2 messages. Et rentrons chez nous avec l'esprit si saturé que nous ne nous souvenons même plus de ce que nous avons mangé à midi. Nous vivons en mode automatique, mais appelons cela la vie adulte. Ressentez-vous l'ironie? La civilisation humaine, avec tous ses progrès technologiques, n'a pas réussi à créer une seule machine capable de surpasser la simplicité d'une graine qui germe. Mais nous, qui portons en nous la même intelligence que cette graine, agissons comme si nous étions plus fragiles, plus anxieux, plus dépendants du contrôle que n'importe quel autre être vivant. Voilà pourquoi l'invitation du Tao est si urgente. Elle ne vous demande pas de devenir moine, de quitter votre travail ou de vivre isolé dans les montagnes. Elle demande quelque chose de bien plus radical. Apprendre à être présent à ce qui se passe déjà. Vous permettre de vivre un jour, un seul jour, sans mesurer votre valeur à ce que vous produisez ou accumulez. Vous réveillez et vous demandez « Quel est mon rythme aujourd'hui ?» au lieu de « Comment puis-je courir plus vite ?» Et voici la partie la plus difficile. Vous ressentirez de la résistance. Le monde autour de vous essaiera de vous ramener dans le flux artificiel de la précipitation et de la comparaison. Des personnes vous diront que vous gaspillez votre potentiel. Votre propre esprit chuchotera que, si vous ralentissez, vous perdrez quelque chose. Une opportunité, un avantage, une approbation. C'est le premier micro-conflit. Réalisez que, pour suivre le Tao, il faudra décevoir des attentes. Et cela peut être inconfortable. Mais il y a un secret que peu partagent. Lorsque vous vous alignez sur votre propre rythme, les choses qui comptent vraiment commencent à s'aligner avec vous. C'est comme si, en cessant de nager à contre-courant, vous vous rendiez enfin compte que l'eau vous conduit vers un endroit qui a du sens. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la paresse, c'est de la clarté. Le premier pas pour accepter l'invitation du Tao est simple, mais demande du courage. S'arrêter. S'arrêter assez longtemps pour entendre cette première voix, celle qui se perd dans le bruit du jour. S'arrêter pour reconnaître que, peut-être, la course que vous menez ne mène nulle part. S'arrêter pour imaginer qu'il existe une autre manière de vivre, non pas plus légère simplement parce qu'elle est plus lente, mais parce qu'elle est plus vraie. Et si vous avez le courage de faire ce pas, alors la prochaine question se formera presque d'elle-même. Si le Tao est le chemin, et que je suis prêt à le suivre, comment puis-je commencer à couler avec lui? Imaginez vous réveiller un jour ordinaire. Le réveil sonne, et avant même d'ouvrir les yeux, vous ressentez déjà cette pression invisible sur la poitrine. Votre esprit ne s'éveille pas dans le présent, mais face à une liste d'obligations qui semble interminable. Des messages arrivés pendant la nuit, des délais serrés, des réunions dont vous savez qu'elles vont s'éterniser, des factures à payer, des tâches laissées d'hier et que, d'une certaine manière, vous sentez déjà que vous ne parviendrez pas à accomplir aujourd'hui. Vous vous levez, mais pas avec légèreté. Vous vous levez comme quelqu'un qui répond à un appel d'urgence pour une guerre qui ne se termine jamais. C'est l'état dans lequel vivent beaucoup de gens, toujours en alerte, toujours sur le qui-vive, toujours connectés. Comme si le monde allait s'effondrer si vous ne répondiez pas à un email en 5 minutes. Cet état permanent de tension est, dans le taoïsme, l'opposé du flux naturel de la vie. Lao Tzu aurait un mot pour cela,
forcer. Et c'est précisément contre cela qu'il nous offre un antidote millénaire, le Wu Wei. Le Wu Wei n'est pas ne rien faire. C'est ne pas forcer ce qui n'a pas besoin d'être forcé. C'est l'art d'agir avec légèreté, de faire ce qui doit être fait sans transformer chaque tâche en bataille. C'est couler comme une rivière qui rencontre des pierres sur son chemin, mais qui ne cherche pas à les pousser violemment. Elle les contourne simplement, continue son chemin, et un jour atteint la mer. Mais comment appliquer cela dans la pratique? Dans un monde qui semble ne récompenser que ceux qui s'épuisent, peut-être pouvons-nous commencer par une histoire. Il y avait un homme qui rêvait d'avoir un jardin parfait. Chaque matin, il arrosait ses plantes avec précision, taillait les branches qui semblaient hors de place, retirait chaque feuille tombée pour garder le sol propre. Il passait des heures à s'assurer que chaque détail soit exactement comme il le voulait. Mais malgré tous ses efforts, le jardin ne semblait jamais fleurir comme il l'imaginait. Un jour, un voisin plus âgé l'observa et dit « Tu t'occupes du jardin comme si tu menais une guerre contre lui. Les plantes n'ont pas besoin de ta pression pour pousser. Elles ont besoin de ton espace. » L'homme, au début, ne comprit pas. Il pensa que le voisin critiquait son engagement. Mais, avec le temps, il commença à arroser moins anxieusement, à permettre que quelques feuilles tombent et se décomposent au sol, à laisser la nature travailler avec lui. En quelques semaines, le jardin était plus vivant que jamais. Non pas parce qu'il avait fait davantage, mais parce qu'il avait cessé d'étouffer le processus. Le Wu Wei, c'est cela, ne pas étouffer le processus. Et cette leçon vaut pour tout. Combien de fois vous êtes-vous acharné sur un problème au travail, retournant 1000 possibilités dans votre tête jusqu'à avoir l'impression de vous heurter à un mur? Puis, après avoir dormi, pris une douche ou fait une promenade, la solution est simplement apparue. C'est comme si l'esprit, en se détendant, ouvrait l'espace à la réponse qui était déjà là, mais que la pression avait dissimulée. Il en va de même pour les conversations difficiles. Lorsque nous sommes tendus, nous planifions chaque mot comme si nous allions entrer dans un tribunal. Mais souvent, la conversation se déroule mieux lorsque vous écoutez davantage et parlez moins, lorsque vous laissez de la place au silence, lorsque vous réalisez que l'autre personne porte aussi ses propres pressions et que, peut-être, la meilleure façon d'avancer est d'arrêter de pousser et de commencer à marcher au même rythme. Le Wu Wei ne signifie pas passivité. Il signifie économie intelligente d'énergie. Cela signifie ne pas dépenser 10 fois plus d'efforts que la situation ne l'exige réellement. Cela signifie faire confiance au fait que tout ne dépend pas de votre intervention immédiate. Pensez à votre quotidien. Combien de fois faites-vous quelque chose en pilote automatique? Répondre à des messages en mangeant, participer à une réunion tout en rédigeant déjà le rapport suivant, dire oui à des engagements sans même avoir envie d'y aller. Cette fragmentation constante est l'opposé du flux. Et, lorsque nous vivons ainsi, la fatigue vient non seulement de ce que nous faisons, mais aussi de ce que nous pensons devoir faire. Un exemple clair, ce sont les listes de tâches. Certains notent 20 éléments par jour et terminent la journée en ayant l'impression de n'avoir rien accompli. Non pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, mais parce que le plan lui-même est construit sur une pression irréaliste. La logique est, si je ne mets pas le maximum de choses, je vais prendre du retard. Mais que se passe-t-il? La liste devient un rappel constant d'insuffisance. Vous la regardez et vous vous dites « Je n'ai pas encore fini. Je ne suis toujours pas à la hauteur. » Appliquer le Wu Wei ici serait choisir 3 tâches importantes et les accomplir avec une présence totale. Non pas comme quelqu'un qui purge une peine, mais comme quelqu'un qui met une énergie réelle là où cela compte. Et, à la fin de la journée, ressentir la satisfaction d'avoir fait moins de choses, mais de les avoir faites pleinement. Vous vous demandez peut-être « Et si je fais cela et que je rate des opportunités ?» C'est la voix de la peur. La même qui vous garde connecté au téléphone la nuit, juste pour vérifier si quelque chose d'urgent est arrivé. La même qui vous empêche d'éteindre l'ordinateur à l'heure, parce que, au cas où quelqu'un aurait besoin de moi. Mais la vérité, c'est que les bonnes opportunités ne se perdent pas parce que vous respectez votre rythme. Elles se perdent lorsque vous êtes tellement surchargé que vous ne pouvez pas les reconnaître quand elles se présentent. Et si vous avez besoin d'une preuve, regardez la nature elle-même. Un agriculteur ne récolte pas le lendemain du semis. Il ne creuse pas la terre chaque jour pour voir si la graine pousse. Il fait confiance au temps. Et parce qu'il fait confiance,
il peut consacrer son énergie à ce qu'il peut vraiment contrôler, arroser, protéger, entretenir, sans s'épuiser. Le Wu Wei est avant tout un pacte de confiance avec la vie. Et la confiance ne se construit pas en une nuit. Au début, c'est inconfortable. C'est comme retirer les mains du volant pendant une seconde et constater que la voiture n'a pas quitté la route. C'est apprendre à attendre sans anxiété. C'est réaliser que, souvent, la marée basse qui vous effraie est exactement ce qui prépare la vague qui vous portera plus loin. Maintenant, pour transformer cela en pratique, voici un défi. Pendant les 7 prochains jours, choisissez un moment par jour pour faire quelque chose que vous feriez normalement de manière automatique, mais faites-le de façon consciente. Cela peut être prendre le petit déjeuner sans téléphone. Cela peut être répondre aux emails sans ouvrir d'autres onglets. Cela peut être marcher jusqu'au marché sans écouteurs. Faites-le avec attention. Observez comment votre esprit réagit. Observez à quel point l'envie de presser apparaît, à quel point le besoin d'accélérer se manifeste. Et au lieu d'y céder, observez, respirez, continuez. Vous découvrirez peut-être que le monde ne s'effondre pas lorsque vous ralentissez. Et plus important encore, vous réaliserez peut-être que vous n'avez pas besoin de vous effondrer pour que le monde continue de tourner. Ce changement est puissant, car, petit à petit, il reconfigure votre relation avec le temps. Vous cessez de le considérer comme un ennemi à vaincre et commencez à le voir comme un allié. L'horloge n'est plus un bourreau. C'est un partenaire qui vous rappelle que chaque moment peut être vécu pleinement ou gaspillé dans la précipitation. Et, lorsque vous commencez à couler avec le flux, quelque chose de curieux se produit. Les gens le remarquent. Ils voient que vous êtes moins réactif, plus centré, plus stable. Ils peuvent même vous demander quel est votre secret, et vous sourirez, car vous saurez que ce n'est pas un secret. C'est simplement le fait d'arrêter de ramer à contre-courant et de laisser le courant vous porter. Fermez les yeux un instant. Imaginez que tout le bruit du monde, messages, notifications, opinions, attentes, soit remplacé par le son régulier et serein de votre propre respiration. Combien de temps pourriez-vous rester là, simplement à écouter, sans l'urgence de faire quoi que ce soit? Peut-être quelques secondes, peut-être même moins. C'est curieux. Nous vivons à une époque où nous pouvons accéder à presque tout d'un simple geste sur un écran, mais nous nous éloignons de plus en plus de la seule chose qui est toujours à notre portée, le silence intérieur. Et c'est dans ce silence que réside l'une des leçons les plus exigeantes du taoïsme. Celui qui sait qu'il a assez est riche. Cela paraît simple, presque évident. Mais pourquoi est-il alors si difficile de croire que nous avons déjà ce qu'il nous faut? Serait-ce parce qu'au fond, nous confondons avoir assez avec cesser de désirer? Et nous demandons-nous si ce désir est véritable, ou s'il n'est que l'écho de ce que le monde nous a dit de vouloir? Pensez au nombre de fois où vous avez obtenu quelque chose que vous croyiez essentiel. Une augmentation, un bien matériel, un voyage. Et combien peu de temps après vous visiez déjà le prochain objectif. Pourquoi la sensation de complétude dure-t-elle si peu? Ne serait-il pas plus logique que, en ayant plus, nous ressentions davantage de paix? Mais les mathématiques de la paix intérieure ne suivent pas la logique de l'accumulation. En réalité, bien souvent, plus nous possédons, plus nous craignons de perdre. Et voici la question qui brise le schéma. Et si ce n'était pas une question de plus, mais de moins? Moins d'accumulation, moins de bruit, moins de pression pour maintenir un style de vie qui, au fond, ne traduit même pas ce qui compte vraiment pour vous. Le problème, c'est que, pour la plupart d'entre nous, le bruit ne vient pas seulement de l'extérieur. Il est dans notre tête, répétant des mantras invisibles. Tu dois faire plus, tu dois être plus, tu n'es pas encore prêt. Ce bruit intérieur ressemble à une application qui ne se ferme jamais, consommant de l'énergie en arrière-plan sans que nous nous en rendions compte. Et le plus dangereux, nous croyons que ce bruit, c'est nous. Mais ce n'est pas nous. Ce bruit est le reflet d'habitudes et de schémas que nous avons intégrés sans les questionner. Souvenez-vous de l'époque où, enfant, vous étiez fier de petites victoires, courir dans le jardin, dessiner juste pour le plaisir de dessiner, sans penser à savoir si quelqu'un allait vous féliciter. À un moment donné, nous avons échangé cette joie simple contre un système invisible de points, où chaque action doit être validée par quelqu'un pour valoir la peine. Maintenant,
Imaginez que nous puissions désactiver ce système, ne serait-ce que pour quelques minutes par jour. Il ne s'agit pas de méditer comme un moine pendant des heures, mais de créer de petites pauses au milieu du chaos. Une pause pendant que l'eau du café chauffe. Un moment de silence dans la voiture avant d'allumer la radio. Quelques secondes à regarder le ciel avant de se remettre à taper. Cela peut sembler insignifiant, mais ces petites interruptions sont comme des fissures par lesquelles le silence commence à entrer. Avez-vous déjà essayé de faire quelque chose sans le dire à personne? Ne pas publier, ne pas commenter, ne pas chercher d'approbation? C'est inconfortable. Et c'est précisément pour cela que c'est puissant. C'est dans ces moments que vous découvrez si ce que vous faites a de la valeur en soi, ou seulement par la reconnaissance qu'il pourrait susciter. Mais pourquoi est-il si difficile de franchir ce pas? Peut-être parce que le silence est un miroir qui ne ment pas. Il nous montre non seulement ce qui est paisible en nous, mais aussi ce qui est agité, ce qui fait mal, ce que nous évitons. Et affronter cela exige du courage. Lao Tzu dirait que c'est dans cette confrontation silencieuse que nous trouvons la véritable richesse. Non pas celle qui se mesure en chiffres, mais celle qui se ressent dans la paix de savoir que nous n'avons pas besoin de beaucoup pour être entiers. Et voici une provocation. Que garderiez-vous dans votre vie si personne ne pouvait le voir? Quelles habitudes, quels objets, quelles relations survivraient si la visibilité ne faisait pas partie de l'équation? Peut-être que la réponse révélera que beaucoup de ce qui alimente votre bruit est le besoin de performance, et que sans cela, votre monde deviendrait plus léger. Mais attention, le silence n'est pas un lieu pour se cacher, c'est un lieu pour s'aligner. Parce que, lorsque nous parvenons à faire taire le bruit intérieur, nous gagnons en clarté pour décider ce que nous voulons vraiment ramener dans le son. Nous filtrons mieux les batailles que nous choisissons de mener. Et cela change tout. À partir de ce moment-là, les choix cessent d'être des réactions automatiques et deviennent des mouvements conscients. Vous n'achetez pas quelque chose parce qu'il est en promotion, mais parce que vous en avez besoin. Vous n'acceptez pas une invitation par peur de décevoir, mais parce que vous souhaitez être présent. Vous ne remplissez pas votre agenda par peur du vide, mais parce que ce qui occupe votre temps a désormais un sens réel. C'est la transition de vivre à la merci du bruit à vivre en harmonie avec le silence. Et, curieusement, c'est dans cet état que le Tao commence à se révéler plus clairement. Non pas comme une philosophie lointaine, mais comme quelque chose que vous ressentez dans votre corps. La respiration plus profonde, le poids sur vos épaules qui diminue, la sensation qu'il n'est pas nécessaire de courir pour arriver. Mais voici la partie surprenante. Lorsque vous réduisez le bruit intérieur, le monde extérieur commence à réagir différemment. Les personnes anxieuses peuvent trouver votre rythme plus calme, étrange, mais peu à peu, elles s'y ajustent aussi. Les situations qui semblaient urgentes se révèlent moins menaçantes. Et des opportunités que vous n'aviez jamais remarquées commencent à apparaître. Non pas parce qu'elles sont soudainement nées, mais parce que, sans le bruit, vous pouvez enfin les entendre frapper à la porte. Alors, la question est, êtes-vous prêt à faire de la place pour ce silence? Êtes-vous prêt à vous libérer de ce besoin constant de prouver quelque chose, même à vous-même? Si la réponse est oui, l'étape suivante est encore plus libératrice. Comprendre qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée et que cette course invisible que nous appelons vie moderne peut être abandonnée à tout moment, à condition d'avoir le courage de s'arrêter. Et si je te disais que la plus grande prison de ta vie n'a peut-être ni barreaux, ni cadenas, ni murs, mais une ligne invisible peinte au sol, une ligne que tu cours atteindre chaque jour, mais qui ne cesse jamais d'avancer. Tu cours, tu cours, tu cours, et même quand tu crois l'avoir atteinte, cette ligne est déjà quelques mètres plus loin. C'est cette ligne d'arrivée que la vie moderne nous apprend à poursuivre. Et la question est, jusqu'à quand vas-tu courir? Lao Tzu avertissait déjà, si tu te préoccupes trop de l'approbation des autres, tu seras leur prisonnier. Réfléchis au poids de cette phrase. Nous ne vivons pas seulement pour atteindre des objectifs, nous vivons pour que ces objectifs soient vus, reconnus et de préférence, applaudis. Nous voulons non seulement la réussite, mais aussi le regard admiratif, le commentaire, la validation, le sceau invisible qui dit « tu as de la valeur ». Mais quelle est cette valeur qui dépend du regard d'autrui? Et que se passe-t-il lorsque ce regard se détourne, lorsque les applaudissements ne viennent pas, lorsque l'approbation que tu recherchais n'apparaît tout simplement pas?
Soyons honnêtes, beaucoup de nos objectifs les plus intenses ne sont pas nés d'un désir authentique, mais d'une chorégraphie apprise. Nous avons grandi en entendant que réussir, c'est avoir un poste précis, un salaire précis, une maison dans un quartier précis. Et pas seulement avoir, mais montrer que l'on a. C'est la photo de la nouvelle voiture, la fête pour une promotion, le post annonçant un nouveau cycle sur LinkedIn. Il y a toujours un public imaginaire pour lequel nous jouons. Mais, au fond, qui dirige cette pièce? Nous ou le public que nous croyons devoir impressionner? C'est ici que commence le premier micro-conflit. Tu te mets à te demander si ce que tu poursuis t'appartient vraiment ou si ce n'est qu'un reflet de ce qu'on t'a dit de vouloir. Et cette question est inconfortable, car en y faisant face, tu pourrais réaliser que tu as passé des années, voire des décennies, à courir vers un endroit qui n'a jamais été ta véritable destination. La course vers la ligne d'arrivée est traîtresse, car elle se déguise en ambition saine. Et ne te méprends pas, il n'y a rien de mal à vouloir grandir, réussir, s'épanouir. Le problème commence lorsque chaque réussite cesse d'être une fin en soi et devient seulement un tremplin vers la suivante. C'est comme monter un escalator à contresens. Peu importe tes efforts, la sensation est de toujours rester au même endroit. Et pourquoi est-il si difficile de lâcher cette ligne? Parce que nous avons été conditionnés à mesurer notre valeur par des critères externes. Au travail, nous sommes le chiffre des ventes, le titre sur le badge, le montant du bonus. Dans la vie personnelle, nous sommes le nombre d'abonnés, le taux d'engagement, à quel point les autres aiment, littéralement et symboliquement, ce que nous montrons. Lorsque tu lis ton estime de toi à ces mesures, tu signes un contrat invisible. Je ne serai heureux que lorsque... Et ce « lorsque » n'arrive jamais vraiment. Brisons le schéma un instant. Et si, au lieu de te demander « que puis-je encore accomplir ?», tu te demandais « qu'ai-je déjà accompli qui compte vraiment pour moi et non pour le monde ?» Ce simple changement de question change tout le jeu. Car tu pourrais te rendre compte que beaucoup de choses qui t'apportent la paix ne feraient jamais le buzz sur les réseaux sociaux. Peut-être est-ce un petit déjeuner tranquille avec quelqu'un que tu aimes, la promenade du soir, la sensation de terminer la journée avec la conscience en paix. Des choses qui ne se mesurent pas, qui ne s'exposent pas, mais qui d'une certaine manière te soutiennent. Mais voici le deuxième micro-conflit. Et si tu décidais d'abandonner cette course, comment réagirait le monde? La société n'aime pas ceux qui s'arrêtent en chemin. On dira que tu as abandonné, que tu n'as pas exploité ton potentiel, que tu es resté en arrière. Et c'est ici que la leçon de Lao Tse devient plus claire. Lorsque tu cesses de vivre pour l'approbation, tu te libères de la prison invisible. Sauf que la liberté, au début, effraie, car elle s'accompagne du silence. Et dans le silence, il n'y a pas d'applaudissements. Il n'y a que toi et tes propres questions. Cette transition n'est pas linéaire. Tu ressentiras la tentation de retourner à la course, surtout lorsque tu verras les autres courir et célébrer des médailles que tu as peut-être choisi de ne pas disputer. Tu te demanderas si tu ne rates pas quelque chose. Mais la vérité, c'est que tu ne perds que ce qui n'a jamais été à toi. Pense aux fois où tu as travaillé dur sur quelque chose, donné le meilleur de toi-même, mais où le résultat n'a pas été reconnu comme tu l'espérais. Cela t'a blessé non seulement par la frustration de l'objectif lui-même, mais parce qu'une partie de toi comptait sur la réaction des autres comme validation. Imagine maintenant vivre d'une façon où ton critère de satisfaction est interne, où le simple fait de bien faire suffit déjà, où terminer une tâche apporte la paix et non l'anxiété du prochain défi. Cela ne signifie pas abandonner le monde ou devenir ermite. Cela signifie déplacer le centre de gravité de ta vie, de l'extérieur vers l'intérieur. Cela signifie comprendre que le chemin a de la valeur même si personne ne le regarde. C'est comme jouer d'un instrument seul dans ta chambre. Il n'y a pas de public, pas d'applaudissements, mais il y a de la musique. Et parfois, c'est cette musique qui compte le plus. Ce qui est curieux, c'est que lorsque tu commences à vivre ainsi, quelque chose change aussi dans tes relations. Les gens perçoivent la différence, non pas comme une arrogance, mais comme une tranquillité difficile à ébranler. Et cette tranquillité attire. Paradoxalement, en cessant de courir après l'approbation, tu commences à recevoir plus de respect authentique. Car le respect qui naît de l'authenticité est silencieux, mais solide. Le grand tournant ici, c'est de comprendre qu'il n'existe pas de ligne d'arrivée universelle. Chaque personne a sa propre piste. Et souvent ce n'est même pas une piste. C'est un jardin, un sentier,
un chemin de terre. Ce que le Tao nous rappelle, c'est que courir sur la piste des autres est la recette de l'épuisement chronique et de la déconnexion de soi. Maintenant, demande-toi, quelle a été la dernière fois où tu as célébré quelque chose sans le publier, sans le raconter, sans avoir besoin que quelqu'un le sache? À quoi ressemblerait ta vie si davantage de moments étaient ainsi? Si ta mesure du succès était invisible pour le monde, mais immensément tangible pour toi? Lâcher la ligne d'arrivée n'est pas un acte de renoncement, c'est un acte de courage. C'est dire « je n'ai rien à prouver pour être complet ». C'est accepter que la vie n'est pas une course vers un lieu, mais un espace à vivre maintenant. Et quand tu comprends cela, chaque pas cesse d'être pression et devient présence. Mais attention, cette libération n'est que le début, car lorsque tu cesses de courir après une approbation externe, le prochain défi est encore plus intime, cesser de courir contre toi-même. Et c'est le territoire de la prochaine partie, où nous parlerons de cesser de lutter contre sa propre essence. Es-tu prêt pour cela? Et si je vous disais qu'une partie de votre fatigue ne vient pas de ce que vous faites, mais du personnage que vous interprétez chaque jour? Peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte. Mais au réveil, vous enfilez déjà une armure invisible, vous ajustez un sourire stratégique, vous modulez le ton de votre voix, vous contrôlez vos gestes, vous choisissez vos mots. Tout cela pour entrer dans un moule qui n'a jamais été conçu pour vous. Cette routine silencieuse, jouer un rôle, peut être aussi épuisante que courir un marathon en portant des sacs de pierre. Et le plus ironique, bien souvent, nous ne réalisons même pas que nous courons avec ce poids. Dans le monde où nous vivons, sois toi-même semble être un beau conseil, mais il est profondément mal interprété. Car dans la pratique, nous passons la majeure partie de notre temps à essayer d'être des versions de nous-mêmes façonnées par des attentes extérieures. Plus extravertis pour diriger, plus agressifs pour négocier, plus souples pour ne pas déranger, plus productifs pour être valorisés. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous nous adapter comme l'eau pour remplir des récipients que nous n'avons même pas choisis? Lao Tzu disait « Le sage est comme l'eau. Il retrouve sa forme en revenant à son essence. » Et remarquez, il n'a pas dit que l'eau s'adapte pour plaire, mais pour exister en harmonie avec ce qu'elle est. Cette différence est cruciale. S'adapter à son propre flux est libérateur. S'adapter au flux des autres contre sa nature est étouffant. Et c'est le premier piège que nous devons voir. Peut-être reconnaissez-vous cette sensation. Accepter un poste que tout le monde qualifie de opportunité à ne pas manquer, mais qui exige de vous un mode de travail que vous détestez. Vivre dans une ville parce que tous ceux qui veulent évoluer professionnellement y sont, même si vous vous sentez étranger à chaque pas. Accepter une relation qui semble parfaite sur le papier, mais qui exige que vous cachiez des parties importantes de qui vous êtes. Ces décisions ne sont pas seulement des choix extérieurs, ce sont de petites entailles dans votre intégrité qui s'accumulent au fil du temps. Le premier micro-conflit apparaît lorsque nous nous rendons compte que cette version de nous que nous présentons au monde fonctionne très bien, mais nous coûte cher. Et ici surgit la question que vous évitez peut-être depuis des années. Qui seriez-vous si vous cessiez d'essayer d'être ce que le monde attend? Cette question effraie parce qu'elle enlève toutes les justifications. Sans les masques, il ne reste que vous, et la peur que ce « vous » ne soit pas suffisant. Mais si c'était l'inverse? Et si l'épuisement que vous ressentez chaque jour ne venait pas du fait que vous êtes insuffisant, mais de celui que vous vous efforcez trop d'être quelqu'un que vous n'êtes pas? Et si le problème n'était pas le manque d'efforts, mais leur mauvais emploi, consacré à soutenir une image qui n'existe que dans l'esprit des autres? C'est comme porter une paire de chaussures de 2 tailles trop petites. Au début, vous pensez que vous pouvez supporter. Après tout, il suffit de s'habituer. Au bout d'un moment, vous ressentez la douleur, mais vous l'ignorez, car tout le monde fait ainsi. Jusqu'au jour où vous réalisez que la douleur est devenue une partie de vous. Mais cela n'aurait pas dû être ainsi. Être comme l'eau, selon Lao Tzu, ne signifie pas se répandre pour entrer dans ce qui est trop étroit. Cela signifie revenir à sa forme naturelle. Et parfois, revenir à sa forme naturelle exige le courage de quitter des lieux où vous n'avez jamais pu être entier. Le deuxième micro-conflit est inévitable. Le monde n'applaudira pas votre décision de cesser de jouer un rôle. Au contraire, ceux qui bénéficiaient de votre personnage peuvent essayer de vous faire revenir.
Des collègues peuvent être surpris que vous refusiez des tâches que vous acceptiez auparavant pour montrer votre engagement. Des amis peuvent questionner votre décision de dire non à des rencontres auxquelles vous vous forciez d'aller. Vous-même pouvez douter en constatant que l'authenticité ne rime pas toujours avec approbation. Mais voici le tournant. L'approbation que vous perdez est superficielle. La paix que vous gagnez est profonde. À chaque pas vers vous-même, quelque chose s'aligne. Vous cessez de gaspiller votre énergie à maintenir une version qui ne vit que grâce à un effort constant. Et cette énergie commence à être investie dans ce qui compte vraiment. Réfléchissez aux domaines dans lesquels vous vous épuisez le plus. Est-ce au travail? Dans votre vie sociale? Dans la façon dont vous gérez votre temps? Maintenant, demandez-vous, de cette fatigue, combien vient de ce que vous faites et combien de ce que vous prétendez être? C'est dans cette différence que se cache la clé pour retrouver votre force. Curieusement, lorsque vous commencez à vivre en accord avec votre essence, le rythme change. Certaines portes se ferment, c'est vrai, mais d'autres, auparavant invisibles, commencent à s'ouvrir. Des personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous apparaissent. Des opportunités demandant moins d'adaptation forcée surgissent. Et surtout, vous commencez à sentir que vous ne vivez pas contre quelque chose, mais avec quelque chose, avec votre nature, avec votre flux, avec ce que le Tao a toujours cherché à transmettre. Ce n'est pas un processus rapide. C'est comme retirer couche après couche de peinture d'un vieux mur pour retrouver la couleur d'origine. Au début, c'est étrange. Peut-être ne vous souvenez-vous même plus de cette couleur. Mais au fur et à mesure que la surface se révèle, vous comprenez qu'elle a toujours été là, attendant d'être vue. Le grand défi n'est pas de découvrir qui vous êtes, mais d'accepter que vivre ainsi puisse signifier perdre une partie de ce que vous avez acquis en étant quelqu'un d'autre. Et alors vient la question décisive. Préférez-vous garder ce que vous avez obtenu au prix de vous-même ou renoncer à une partie pour reconquérir votre liberté intérieure? Lorsque ce choix se présente, il n'y a pas de garantie facile. Il n'existe pas de manuel qui dise « Faites ceci et tout ira bien ». Mais il y a quelque chose de plus puissant. La sensation que, peut-être pour la première fois, vous jouez à un jeu que vous n'avez pas besoin de gagner pour qu'il en vaille la peine. Vous vivez simplement, et cela suffit. Et c'est à ce moment que le Tao cesse d'être seulement une philosophie et devient une expérience directe. Vous sentez, en pratique, que lutter contre vous-même est le plus grand gaspillage d'énergie possible. Et qu'en arrêtant cette lutte, il ne reste plus que la vraie vie, vécue de l'intérieur vers l'extérieur. Mais il reste encore une étape. Comprendre que même lorsque nous avons cessé de lutter contre nous-mêmes, nous pouvons encore tomber dans un autre piège subtil, la comparaison constante avec le chemin des autres. Et c'est de cela que nous parlerons dans la prochaine partie, où le défi ne sera plus interne contre soi, mais interne contre un monde, qui insiste pour mettre tout le monde dans la même course. Êtes-vous prêt à abandonner cette règle invisible qui mesure votre vie à l'aune de celle des autres? Et si je vous disais qu'une des plus grandes causes de votre insatisfaction n'était peut-être pas ce que vous possédez, ou ce que vous ne possédez pas, mais ce que vous voyez que les autres possèdent, et plus encore, que la plupart du temps, cette vision n'est même pas réelle. Pensez à la dernière fois où vous avez fait défiler le fil de votre téléphone et vu quelqu'un publier une réussite. Un voyage, une relation parfaite, un corps idéal, une entreprise qui a explosé de succès. Combien de temps a-t-il fallu pour que, même sans vous en rendre compte, vous commenciez à mesurer votre vie à l'aune de celle de cette personne? Et dans quelle mesure cette évaluation était-elle juste, ou simplement le fruit d'une comparaison qui ne tient pas compte de toute l'histoire? Le problème de la comparaison, c'est qu'elle est sournoise. Elle n'a pas besoin d'être explicite. Vous pouvez être en train de vivre un bon moment, satisfait de quelque chose que vous avez accompli. Et il suffit de quelques secondes à regarder vers l'extérieur pour que cette satisfaction se dissolve. C'est comme s'il y avait un voleur silencieux de joie, toujours prêt à agir dès que vous baissez la garde. Lao Tse disait qu'en se souciant trop de l'approbation des autres, on devient leur prisonnier. Mais la comparaison est une forme encore plus cruelle de cette prison, car elle ne vous enferme pas seulement. Elle vous convainc aussi que la cellule est votre maison. Voici alors le premier micro-conflit. Vous pouvez bien dire que vous ne vous souciez pas de ce que possèdent les autres, mais le monde moderne est conçu pour que vous vous en souciez.
Les réseaux sociaux sont des machines à amplifier les comparaisons. Ils ne montrent pas la totalité, mais des extraits, soigneusement filtrés, retouchés, éclairés. C'est comme regarder uniquement les meilleurs moments d'un film et croire que l'on connaît toute l'intrigue. Le problème, c'est que, lorsque vous comparez votre journée ordinaire au meilleur extrait de la vie de quelqu'un d'autre, la balance n'est jamais équitable. Mais la comparaison a-t-elle toujours existé? Oui. La différence, c'est qu'avant, votre champ de comparaison était limité. Vous vous compariez à vos voisins, collègues, amis proches. Aujourd'hui, vous vous comparez au monde entier. Vous vous réveillez et, avant même de boire votre café, vous avez déjà vu 10 vies apparemment meilleures que la vôtre. Et cela crée un bruit intérieur constant, si bien que, même lorsque vous êtes heureux, une partie de vous reste en alerte. Et si je passais à côté de quelque chose? Cette peur de manquer est si courante qu'elle a reçu un nom. Le FOMO, Fear of Missing Out, peur de passer à côté. C'est la peur de ne pas assez vivre, de ne pas saisir les opportunités, de prendre du retard. Mais la question que peu se pose est, du retard par rapport à qui? À quel objectif? Qui a dit que la ligne d'arrivée était la même pour tout le monde? Lao Tse nous rappellerait que le chemin de chacun est unique. Le Tao ne se répète pas. Tout comme 2 rivières ne sont jamais exactement identiques, 2 destins non plus. Et pourtant, nous vivons comme s'il n'existait qu'un seul sentier vers la réussite, avec des étapes prédéterminées, tel âge, tel accomplissement, telle étape, telle stabilité. La comparaison se nourrit de ce récit unique et nous éloigne de notre propre rythme. Le deuxième micro-conflit surgit lorsque vous réalisez qu'une partie de vos décisions n'a peut-être pas été motivée par un désir réel, mais par la comparaison. Combien de choses avez-vous voulu simplement parce que quelqu'un les avait? Combien de pas avez-vous fait non pas parce que votre cœur vous montrait cette direction, mais parce que, de l'extérieur, cela semblait juste? Et si une bonne partie de votre fatigue venait du fait que vous courez une course qui n'est même pas la vôtre? Il y a là un effet secondaire cruel. Même lorsque nous parvenons à obtenir ce que nous envions chez les autres, la satisfaction est de courte durée. Car, une fois atteint, nous nous rendons compte que ce n'était pas vraiment ce que nous voulions. Ou pire, nous trouvons aussitôt quelqu'un qui est déjà un pas en avance sur ce même objectif. C'est un escalier sans fin, et chaque marche semble plus instable que la précédente. Mais il existe un autre chemin, et il commence par une question simple mais puissante. Qu'est-ce qui est suffisant pour moi? Pas pour mes parents, pas pour mes amis, pas pour mon cercle social, pour moi. Cette question agit comme un antidote à la comparaison, car elle ramène l'attention sur ce qui compte réellement pour votre bien-être. Et voici un fait intéressant. Des études en psychologie montrent que les personnes qui ont une clarté sur leurs propres valeurs et objectifs personnels sont beaucoup moins sensibles à l'impact négatif de la comparaison. Parce que, lorsqu'elles savent vraiment ce qu'elles veulent, elles peuvent filtrer ce qui n'est que bruit extérieur. C'est comme marcher avec un parapluie sous une pluie d'attentes étrangères. L'orage continue dehors, mais vous ne vous mouillez pas. Cependant, il y a un défi. Lorsque vous commencez à vous déconnecter de la comparaison, vous pouvez vous sentir à contre-courant. C'est comme nager à rebours dans une rivière où tout le monde est immergé. Les autres vont trouver cela étrange. Certains iront même jusqu'à se moquer, disant que vous êtes resté bloqué dans le temps ou que vous avez perdu vos ambitions. Et c'est ici qu'il faut se rappeler que, bien souvent, ce que l'on appelle ambition n'est qu'une peur déguisée. La peur de rester derrière dans une course imaginaire. Le troisième micro-conflit est intérieur. Même en sachant que la comparaison est toxique, il y a des moments où elle revient, déguisée. Vous pouvez vivre bien, concentré sur votre chemin, et soudain un commentaire, une photo, une nouvelle réveille cette vieille sensation d'inadéquation. À ce moment-là, il est essentiel d'avoir des outils pour se recentrer. L'un d'eux, je l'appelle « rentrer à la maison ». Se reconnecter à des choses simples et vraies qui rappellent qui vous êtes en dehors de la vitrine. Une promenade à pied, cuisiner un plat que vous aimez, discuter avec quelqu'un qui ne se soucie pas des métriques ou du statut. Peu à peu, vous comprenez que la vie est bien plus riche quand vous ne vivez pas en mode comparaison constante, qu'il est possible de célébrer les réussites d'autrui sans les transformer en miroirs déformants pour votre propre vie, que la vraie liberté n'est pas d'être meilleur que les autres, mais de ne pas en avoir besoin.
Et voici la provocation finale de cette partie. Que se passerait-il si, pendant une semaine entière, vous refusiez simplement de mesurer votre vie à l'aune des autres? Ne pas regarder ce qu'ils font comme référence. Vivre simplement à votre rythme, à votre tempo. Peut-être découvririez-vous que votre vie contient déjà bien plus que vous ne l'imaginiez. C'était simplement difficile à voir à cause du brouillard de la comparaison. Ce choix, lâcher la règle invisible, n'est pas seulement un acte de courage, c'est un acte de préservation. Car chaque moment passé à regarder dehors est un moment en moins investi à vivre à l'intérieur. Et lorsque vous commencez à vivre ainsi, quelque chose change de façon irréversible. La pression diminue, le temps s'élargit, et le monde cesse d'être un terrain de course pour devenir un lieu d'exploration. Mais il reste encore une dernière étape dans ce voyage, qui boucle le cycle de l'enseignement de Lao Tzu. Se reconnecter au rythme le plus ancien et le plus sage qui soit, celui de la nature. Car lorsque vous vous alignez au temps de la terre, des saisons, du vent et des marées, toute comparaison devient impossible. Et c'est précisément de cela que nous parlerons dans la prochaine partie, où le monde ralentit et où vous apprendrez que vous n'avez pas besoin de vous presser pour que tout se réalise. Prêt à ressentir ce que c'est que de vivre au rythme de votre propre vie. Fermez les yeux un instant et tentez de vous souvenir de la dernière fois où vous avez réellement senti le vent caresser votre visage. Je ne parle pas de ce courant d'air pressé qui nous frôle à la sortie du métro ou lorsque nous ouvrons la porte de la maison, mais du vent véritable, celui qui change de température en passant, qui transporte des arômes, qui murmure que le monde respire. Peut-être que ce souvenir est lointain, et non pas parce que le vent a disparu, mais parce qu'à un certain moment, nous avons cessé de remarquer sa présence. C'est ce qui se produit lorsque nous nous éloignons de la nature. Elle continue de battre, mais nous cessons de battre à son rythme. Dans la philosophie de Lao Tzu, c'est le point culminant. Après avoir reconnu le piège du « toujours plus », appris à agir avec douceur plutôt qu'à forcer, calmé le tumulte intérieur, abandonné l'obsession de l'arrivée, interrompu la guerre contre nous-mêmes et laissé tomber la règle de la comparaison, nous atteignons la leçon la plus désarmante et la plus difficile. Réapprendre à vivre au rythme de la nature elle-même. Vous pourriez vous demander quel rapport cela a-t-il avec ma routine pleine d'engagements, de factures et de réunions? Absolument tout. La nature nous rappelle, à chaque instant, que rien d'essentiel ne s'épanouit dans la précipitation. Aucun arbre ne porte des fruits toute l'année. Aucune saison ne dure pour toujours. Aucun fleuve n'accélère son cours par peur d'être en retard. Le premier point de tension apparaît lorsque nous faisons face au contraste entre le rythme organique et le rythme que nous nous sommes imposés. La Terre a besoin de plusieurs mois pour transformer une graine en nourriture, mais nous exigeons des changements professionnels, de nouvelles compétences et des guérisons émotionnelles en quelques jours. Les saisons se succèdent avec une précision tranquille, mais nous nous levons et nous couchons, comme si chaque jour était une course contre la montre. Nous avons créé un temps artificiel qui ignore le corps, l'esprit et l'âme. La nature, cependant, enseigne sans prononcer un mot. Imaginez une forêt. Il n'existe aucun superviseur pressant les arbres de pousser. Aucune cible pour que les fleurs apparaissent avant l'heure. Tout se produit parce qu'il y a de l'espace, des conditions et du temps. Et peut-être justement pour cela, tout fleurit. À présent, regardez votre propre parcours. Combien de fois avez-vous tenté d'accélérer quelque chose qui avait besoin de mûrir? Une relation que vous avez voulu faire évoluer trop tôt. Un projet que vous avez précipité et qui a perdu en solidité. Une transformation personnelle que vous avez cherché à condenser en quelques semaines. L'urgence ne vole pas seulement la saveur du chemin, elle compromet souvent le résultat. C'est comme retourner la terre chaque jour pour vérifier la graine et finir par l'empêcher de germer. Ramener la nature dans le quotidien ne consiste pas seulement à faire des randonnées ou passer un week-end à la campagne, même si cela aide beaucoup. C'est un travail intérieur. Rééduquer l'esprit à honorer les cycles. Savoir quand semer et quand récolter. Quand s'étendre et quand simplement rester. Quand avancer et quand simplement maintenir ce qui est déjà là. Cet alignement exige de la présence. Car, en vous reconnectant au rythme naturel, le temps cesse d'être un adversaire. Les matins cessent d'être seulement un passage vers la nuit. Les années ne sont plus un compte à rebours. Chaque étape devient un mouvement du cycle. Et les cycles ne se mesurent pas par le nombre de tours, mais par la profondeur de chacun.
Dans de nombreuses cultures anciennes, ce lien avec la nature n'était pas seulement physique, mais spirituel. Peuples autochtones, moines isolés, villages agricoles, tous savaient que la plénitude ne venait pas de la domination de l'environnement, mais de l'harmonie avec celui-ci. Lorsque Lao Tse disait « La nature ne se presse pas, et pourtant tout est accompli », il décrivait une loi qui traverse les époques. Alignée au rythme naturel, vivre n'a pas besoin d'être une suite de combats. Le deuxième point de tension survient lorsque cette vision rencontre le monde moderne. Bien sûr, vous ne pouvez pas abandonner responsabilités, délais et factures. La question n'est pas de fuir la vie, mais d'y apporter une nouvelle posture. Il est possible de livrer des résultats sans vivre dans l'urgence. Il est possible de produire sans que le processus soit mu par l'anxiété. Il est possible d'avancer sans se violenter intérieurement. La précipitation, le plus souvent, est un choix, même lorsque tout autour semble exiger de la vitesse. Vous pouvez vous trouver dans un aéroport bondé, avec l'embarquement imminent, et malgré tout marcher en pleine conscience, respirer profondément, sentir votre corps. Le décor est le même. Ce qui change, c'est votre état. Lorsque vous vivez au plus près du rythme naturel, vous commencez à remarquer des signes qui auparavant passaient inaperçus. Le corps murmure quand il a besoin de repos. L'esprit demande le silence. Le cœur montre quand il a besoin d'espace. Et peut-être pour la première fois, vous écoutez. Et en écoutant, vous ne répondez pas par la force, mais par le soin.